Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode des Papas du Game. Je suis toujours Mich Mich, ravi de vous accueillir pour une nouvelle session pleine de bonne humeur et de mauvaise foi, on va pas se mentir cette fois-ci, et toujours accompagné de Quigo. Comment vas-tu Quigo ? Salut à tous, ça va excellemment bien, et toi ? Ah bah écoute, ça va très bien, vu les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, ouais je me dis que la mauvaise foi et l'objectivité, ça va vraiment être le fil conducteur de l'émission, j'ai l'impression. Ah, on va se faire énormément d'ennemis, surtout avec mes points. Ah bah écoute, les miens, soit on va rapatrier des gens à notre cause, soit on va se faire des ennemis, mais on va être d'une objectivité et d'une honnêteté à toute épreuve. Ah, mais ça c'est certain, c'est obligé. Ouais, bon du coup, ça geeke bien sur tu geekes bien sur ton temps libre, mon cher Quigo ? Bah écoute, je vais garder une petite surprise pour le mot de la fin, pour le jeu du moment. Et sinon, j'ai quelques heures sur le nouveau théâtre-rythme Final Fantasy et je conseille très très fortement. Aïe aïe aïe, c'est pas bon pour mes finances, mais ça va être bon pour mes sessions de jeu, ça. Eh ben écoute, si tu es prêt, je te propose qu'on passe de suite à notre dossier du jour, intitulé Les jeux détestés. C'est parti. Alors, les jeux détestés, souvenez-vous, dans le premier épisode, on a parlé énormément de nous et des jeux qu'on aimait ou qu'on a aimé quand on était plus jeune. Et histoire de rétablir l'équilibre des forces, on s'est dit que cette fois-ci, on allait parler des jeux qu'on n'aime pas. Mais plus que des jeux que simplement on n'aime pas et qu'on a laissé dans un placard loin de nous, on a fait une sélection de quelques titres qui nous ont vraiment marqués, mais pas dans le bon sens du terme. Quigo, est-ce que tu veux bien me faire l'honneur de me donner ton premier jeu et potentiellement le premier bâton pour te faire battre ? Alors attention, parce que là ça va être du lourd. Je vais tout de suite commencer par Halo. Ouf, ouais, Oui, effectivement. voilà. Alors, à savoir que j'ai eu une Xbox 360 pendant un petit moment, effectivement, et j'avais un colocataire dont tu te souviens sûrement très bien, Oui. qui jouait uniquement sur Xbox et qui était un très grand fan de Halo. De Lorient, de mémoire, si tu nous écoutes quelque part. Exactement. Et du coup, j'ai eu le plaisir d'avoir une Xbox pendant un certain moment, qui est une des consoles que j'ai le moins aimé de toute ma carrière de joueur, parce que l'interface, elle est juste incroyablement mauvaise. Mais on parle pas de console, on parle de jeu. Mais du coup, je me suis dit, je vais quand même jouer au classique, et donc Halo en faisait évidemment partie. Et il s'est passé que j'ai passé 2 heures environ dans des plaines, sur une plage, dans des couloirs gris inintéressants. Alors le tout agrémenté d'une musique sympathique, mais avec les pires ennemis de l'histoire du jeu vidéo, avec un gameplay, je cherche toujours encore pourquoi est-ce que les gens ils le trouvent aussi excellent. Alors je veux bien croire qu'il y a 20 ans, sur la première Xbox, c'était une révolution du FPS, mais je comprends pas pourquoi les gens y jouent encore aujourd'hui, quand je vois à quel point ça n'a pas évolué pour cette série-là. Voilà, c'est pour moi ce jeu, il a très peu d'intérêt en 2023. Donc évidemment en parlant aussi des Halo plus récents, hein. D'accord, ouais. Sachant que j'ai essayé très rapidement le dernier Infinite sur Game Pass sur PC. Non, c'est pas pour moi. C'est voilà, je vais le dire comme ça, c'est pas pour moi. C'est inintéressant. C'est ok, rapide, dynamique, je veux bien, mais derrière il y a rien. Voilà. Et alors pitié, arrêtez de dire que vous faites de la science-fiction si c'est pour me foutre dans des plaines et sur des plages, quoi. Oui, vu comme ça, effectivement. Alors, je suis pas un gros expert Halo, j'ai pas super accroché non plus. J'ai pas trouvé ça complètement désagréable. Mais alors, juste histoire de clarifier, t'as bien commencé par le premier Halo qui était sorti sur Xbox première du nom. J'ai commencé par le premier Halo, mais qui était sur PC à l'époque même. Ouh, Donc oui, c'est vrai. j'ai eu le plaisir de jouer à la version PC. Alors peut-être que c'était aussi la grande erreur de jouer à la version PC, parce que pour le coup, j'ai trouvé ça d'un mou par rapport aux autres FPS PC que j'ai joué. Alors je veux bien comprendre qu'il fallait l'adapter à l'époque à des joueurs console
il est sorti quoi en 2000, je crois, 2000-2002, un truc du style. À Bah, l'époque, ouais, certes. 2000 ou 2001, bah, je crois qu'il est sorti en même temps que la première Xbox Ah oui, sur oui, Xbox, c'était et au tout peut-être début, l'année oui. d'après, grand Mm. maximum, sur PC. Et alors je veux bien qu'il fallait l'adapter un peu parce que personne n'avait vraiment l'habitude de jouer à un FPS à la manette. Alors certes, tu avais des GoldenEye et autres qui sont sortis avant, mais on en reparlera un autre jour de la maniabilité de GoldenEye pour un joueur moderne. Ouais, c'est pas vraiment comparable. Là, tu peux Ouais, pas comparer GoldenEye et Halo. non, c'est Il y a clair. un gap technologique, générationnel, tout ce que tu veux. Là, c'est pas comparable, Voilà, effectivement. alors au moins Halo était maniable, GoldenEye, voilà. Euh, Toujours est-il que effectivement, ça se jouait pas aussi nerveusement à l'époque, hein, pour les joueurs console qu'un joueur PC jouait à ces FPS, genre tous les Doom-like et tout à l'époque. C'était encore la grande époque de Quake, Unreal Tournament, tout ça, Ouais, qui était extrêmement nerveux. d'un certain Duke Nukem 3D. Bon, ça, c'était plus fin 90, mais Il me semble qu'à c'était l'époque, ouais. on avait même déjà du Far Cry. Le premier, c'est un peu après, je crois. Le premier, c'est 2004. C'était 2004, oui, c'est possible. Ouais, ouais, vu les graphismes, oui, t'as certainement raison. Bref, voilà, en fait, c'était peut-être ça le souci, le fait que j'ai joué au port PC, qui avait encore moins d'intérêt du coup par rapport à tous les autres FPS qui étaient disponibles sur la plateforme, quoi. D'accord, ouais, non, mais ça s'entend, c'est pas... C'est bon, tu vas pas te faire des copains auprès Non, des ça fans c'est sûr. Xbox, mais on va dire que t'as des arguments quand même qui peuvent s'entendre. T'as connu la série un peu tard, t'as commencé par le premier 20 ans après, je peux concevoir que ça soit un peu rude, effectivement. Donc ouais, non, moi jusque-là, ça me choque pas. Comme dit, moi j'ai essayé un petit peu, j'ai pas trouvé ça désagréable, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Faudrait que je prenne le temps de vraiment me faire toute la série, mais voilà, le temps ça me manque et j'ai plus envie de jouer à des jeux qui me font kiffer qu'à une série qui potentiellement pourrait me plaire, comme potentiellement pourrait complètement me laisser de marbre, quoi. Donc ouais, non, C'est ça, je comprends. c'est ça. C'est aussi un temps à investir au final. Bah ouais, parce que mine de rien, des jeux Halo, il y en a quand même une sacrée pelletée, hein. Depuis 20 ans, t'en as, je sais pas, 6, 5 ou 6 qui sont sortis. 5 plus Infinities, ou Infinite, ça fait 6, ouais. C'est ça, 5 c'est Sachant Guardians. que le Halo 3, alors il me semble que tu as eu deux versions d'Halo 3, tu as eu Halo 3 et Halo 3 ODST, je sais pas vraiment ce qu'apporte la version Alors, ODST. il me semble qu'au DST, en fait, tu suis une autre équipe que le Master Chief. C'est une sorte d'extension spin-off un peu. Ouais, donc ça peut compter comme un jeu à part entière, mais donc Oui. du coup, ouais, À savoir qu'il y a aussi ça... les Tactics. Enfin, je sais plus. Non, je crois que c'est Gear Tactics et Halo avait Alors, aussi une alors variante RTS qui c'était s'appelait Halo autrement. Wars, je crois que ça C'est s'appelait. ça, c'est exactement ça. T'en avais même deux. Ouais, c'est ça. Et eux aussi sont sortis sur PC. Alors des jeux tactiques comme ça sur console, bah je sais pas trop. En revanche, bah sur PC, pourquoi pas. Alors là, par contre, je vais devoir te contredire parce que je me souviens avoir lu assez attentivement les tests à l'époque et j'avais entendu énormément de bonnes choses sur la maniabilité console. D'accord, ah bah c'est bon à savoir ça, tiens. Après, j'ai pas joué moi-même. Là, pour le coup, je m'en tiens vraiment à ce que j'ai lu à l'époque. Et je me souviens juste que ça m'avait marqué, qu'apparemment c'était vraiment excellent à jouer à la console. D'accord, bon bah pourquoi pas. Eh ben écoute, moi je te propose de passer à mon premier jeu Oui, qui m'a marqué, pas dans le bon sens du terme. Est-ce que tu es familier avec la série Need for Speed? oui, beaucoup. Est-ce que tu as connu un certain Undercover dans cette série? Oula, alors moi j'avais arrêté à l'époque de Most Wanted. Le premier Most Wanted sorti en 2005 de mémoire. C'est ça, ouais. C'est vrai, donc si t'as pas joué à Undercover, je vais avoir du mal à te le conseiller. Pour refaire un petit peu le topo, j'y avais joué à l'époque sur PlayStation 3, donc ça date pas d'hier, et j'avais quelques trucs que j'avais trouvé relativement sympathiques dans le jeu. Voilà, il y avait un mode scénario, un mode histoire, donc pas exceptionnel, hein. L'histoire c'est un peu un ersatz de Fast and Furious, donc ça a le mérite d'être là, c'est pas exceptionnel, ça occupe, ok. La bande son, bah, c'est comme dans la plupart des Need for Speed, il y a à boire et à manger selon les genres que t'aimes. Mais alors, il y avait des trucs dans ce jeu, maman.
Je pouvais pas. C'est déjà le premier point qui m'avait marqué, c'était que d'un point de vue graphique, les voitures qu'on pilote, elles étaient relativement bien faites. Tout le reste était dégueulasse. Mais vraiment tout, les voitures de civil, les décors, c'était vraiment pas ouf. Ça faisait limite bizarre d'avoir des jolies voitures qu'on conduit dans des décors vraiment pas ouf. Mais le pire dans tout ça, c'est même pas l'aspect visuel, technique comme ça, c'est que c'était blindé de bugs. Mais quand je te dis blindé, c'était... Il y avait des décors qui chargeaient pendant une course. Mais du coup, tu y as joué à la sortie ou après des patchs? Non, j'y ai joué après, je l'avais trouvé dans un cache express à 5 balles, donc je pense qu'il y avait eu des patchs qui avaient essayé de colmater un peu les fissures. Mais ouais, non, j'ose même pas imaginer l'état du jeu en Day One s'ils ont corrigé des trucs, mais vraiment, il y avait... du point de vue technique, gameplay, il n'y a rien qui allait. Comme j'ai dit, il y a les décors qui chargeaient pendant une course, ce qui veut dire qu'en fait, t'avançais dans ta course, et du coup, à un moment, tant que le décor était pas chargé, ta course, elle frisait. T'avais le bout du moteur qui tournait, t'avais ta voiture qui était face à un mur invisible parce que de l'autre côté, c'était pas chargé, et t'attendais 3, 4, 5 secondes, voire plus. Ah ouais, alors le pop-in, je veux bien, mais carrément te friser toute la partie. Mais ça, c'était dans le meilleur des cas, parce que ça pouvait aussi ne pas charger du tout, et du coup, t'avais ta voiture qui tombait dans le vide. Ah ouais, on est sur du lourd là quand même. Ah oui, ah non, mais ce jeu-là, j'en avais fait un article sur mon blog à l'époque, j'ai poussé le vice jusqu'à la fin du jeu, j'ai voulu le finir pour voir jusqu'à quel point ils se sont foutus de ma gueule. Déjà, alors cet aspect-là, les chargements, il y en avait de partout, pendant les courses ou même à côté, que ce soit pour charger un garage ou une cinématique ou quoi. Et souvent, ça m'arrivait que ça me fasse planter le jeu. Mais genre planter, j'étais juste obligé de reset la console, et puis voilà, si j'avais pas sauvegardé depuis longtemps, j'étais content. Ah, du bon jeu de qualité ça encore. Ah bah ça, c'est exceptionnel, hein. Du point de vue de l'intelligence artificielle, c'est pas mieux, et c'est même bizarre, puisqu'en fait, d'une course à l'autre, la difficulté des adversaires, elle était complètement random. Un coup, les adversaires, ils étaient médiocres, tu leur mettais 30 secondes d'avance dans la gueule, et la fois d'après, ils étaient complètement imbattables. Ah, ça, je crois que c'est un peu un grand classique des Need for Speed. Ouais, mais qui s'est heureusement atténué avec le temps, mais alors dans ce jeu-là, c'est flagrant de constater que quand le jeu il a décidé que tu gagnes pas, non, tu gagnes pas. Alors qu'au contraire, quand il a décidé que tu gagnais, l'IA va freiner en pleine ligne droite. Je mens pas, c'est vraiment arrivé. J'ai eu plein de courses où l'IA elle s'est dit tiens, non, je freine, je le laisse passer, ok. Donc pourquoi pas. Du point de vue du gameplay, alors il y a des trucs que j'ai pas compris, puisque concrètement, les freins, je m'en suis jamais servi. J'accélérais, je lâchais l'accélérateur pour tourner, et ça a passé. Bon, au moins fallait pas trop réfléchir. Ouais, mais le truc c'est que même ça, ils ont réussi à le bugger, parce que mettons que je cogne un petit peu une barrière ou le côté d'une route ou quoi, je sais pas pourquoi, 3 fois sur 4, la bagnole me pile les freins et ça dure bien 2-3 secondes et je peux pas accélérer pendant ce temps-là. J'ai pas compris. Ah ouais. Ah ouais, non, mais je t'ai fait un listing là, je me suis replongé dedans, j'ai souffert, hein, vraiment, c'est de l'abnégation de ma part. La souffrance est là, quoi. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est que tes adversaires, ils avaient quasi constamment une voiture meilleure que la tienne, que ce soit en termes de performance ou même en termes de classe de voiture. Parce que tu sais, dans les Need for Speed, ils aimaient bien faire ça, faire des classes de voitures. Tu démarres de voitures, on va dire, de ville, un peu bateau, et puis tu t'approches des supercars, etc. Sauf que souvent, les adversaires avaient des voitures meilleures que la tienne. Ça rendait le challenge pas vraiment intéressant, pas intelligent, et même pas fair-play. Donc c'est... Voilà, c'était bien, mais j'ai réenquêté un petit peu et j'ai trouvé pourquoi c'était comme ça. Et alors là, tu vas dire, ah bah oui, effectivement, connais-tu ce merveilleux système implémenté depuis maintenant des années qui s'appelle les microtransactions ? Ah. Voilà, Oui. est-ce que tu vois où je veux en venir ? Je vois où tu veux en venir. C'est voilà, alors je te dresse le topo, tu payes ton jeu à la sortie, je pense, entre 50 et 60 balles, hein. Évidemment. Et dans le jeu, en fait, t'as plein d'options d'achat avec de l'argent réel,
où on te dit, bah voilà, tu peux acheter des améliorations ou accéder à des classes de voitures supérieures avant de les avoir débloquées. Enfin, des trucs, voilà, t'es mauvais, tu payes. Je me souviens, c'était l'époque où ils tentaient des trucs avec les microtransactions et il y avait énormément de trucs aberrants. Bah, Need for Speed Undercover, ça en fait partie. C'est la fameuse époque aussi où EA avait son pass online, où tu payais 10 balles quand t'achetais le jeu d'occasion. Oui, bah après, EA était pas les seuls, mais oui, il y avait ça aussi. Donc c'est une époque merveilleuse où on te disait clairement, bah t'es mauvais, t'as qu'à raquer, tu sors ta carte bleue et vas-y, crash. Pour le coup, je t'avoue que la période PS3, Xbox 360, elle me manque tellement pas avec toutes ces idioties de tous les côtés. Alors je peux comprendre, mais du coup, ce qui est chiant, c'est que Need for Speed Undercover, ça aurait pu être un jeu moyen, voire un bon jeu, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes. Mais même, t'enlèves les microtransactions, tu rends le truc un peu fair play. Ok, le jeu il est buggé, mais franchement, ça peut passer sur un malentendu. Tu vas rager un petit peu face à des crashs ou des freezes, mais après ça passe. Mais là, le fait que limite le jeu il te pousse à la microtransaction, à l'achat avec ta carte bleue en te mettant des adversaires imbattables, c'est tellement un truc où j'ai failli balancer ma manette par la fenêtre que non, Ah, non, tu pas m'étonnes. possible. Donc voilà, Need for Speed Undercover, s'il y en a qui ont aimé, je veux bien l'entendre, mais non, non, moi non, c'est clairement non. Ouais, ça donne pas envie en tout cas. Bah écoute, c'était le but, hein. Là j'ai été honnête, clair, transparent, ouais, je peux pas faire mieux. Et alors, du coup, mon cher Quigo, ton deuxième jeu, on va dire détesté ou pas du tout aimé, lequel est-il? Alors, autant Halo, c'était un peu mon premier choix parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette série depuis le début. Autant pour la suite, j'avoue que c'était assez difficile. Euh, et pour le coup, c'était tellement difficile que plutôt que de choisir un jeu en particulier, je vais choisir un développeur, voire un style de jeu. Et du coup, mon deuxième choix, ça va être les Bethesda. Et encore quelque chose où je vais me faire énormément d'amis, hein. C'est-à-dire tous les Bethesda sans exception, les Elder Scrolls, les Alors, Fallout. j'ai pas joué à tout. Par contre, dans ma vie, j'ai testé Morrowind, Oblivion, Skyrim, Fallout 3 et Fallout 4, plus Elder Scrolls Online. Alors, Elder Scrolls Online, c'est un peu l'exception à la règle dans le sens où, avec du recul, je comprends ce qu'ils ont voulu accomplir avec et ils l'ont très très bien accompli. Par contre, D'accord. tout le reste, c'est trop grand, c'est trop vaste, t'as aucun sens de progression. Comment est-ce que tu arrives à créer des univers tellement intéressants tout en ayant un scénario principal qui tient sur sur une feuille de PQ? C'est incroyable quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois. C'est les jeux où tu es obligé de sortir des sentiers battus pour avoir une bribe de scénario intéressant. C'est pas un bon jeu. Je suis désolé. Je sais qu'il y a énormément de monde qui va chercher ça plus que la quête principale d'ailleurs. Je connais des gens qui ont 300-400 heures sur Skyrim qui savent pas te dire qui c'est Alduin. Mais alors, quel intérêt de faire un scénario? Alors autant faire juste un monde bac à sable, voilà, fini. Tu t'embêtes même pas à vouloir faire une trame principale, quoi. Et je trouve que tous ces jeux-là, alors Fallout, je suis jamais arrivé bien loin. Si ça se trouve, ça a des bons scénarios de ce que j'en ai entendu. Euh, ouais, bof. Mais peut-être que je me trompe. Par contre, les Elder Scrolls, je me suis un peu plus intéressé. Donc, je vais pas dire que je suis un expert, très loin de là, je l'avoue. Mais de ce que j'ai vu, je trouve juste qu'il y a une telle différence entre ce qu'ils pourraient accomplir en termes d'univers, en termes d'histoire et de scénario intéressant, et en termes de ce qu'ils font réellement pour leur trame principale. Parce que Ouais. tous les trucs qui me semblent intéressants dans ces jeux-là, t'as d'abord des guides de 15 pages pour t'expliquer comment les atteindre, quoi.
Quelque part, je me dis: «Il y a un souci». Je veux bien qu'il faut un peu d'exploration pour découvrir les trucs vraiment cool dans les jeux. Parce que si on te donne tout, comme ça, il y a pas d'intérêt non plus, tu te dis: «OK, super, j'avance deux trois pas et d'un coup, je vois le truc le plus cool au monde et fini». Ça sert à rien. On est bien d'accord là-dessus. Mhm. Mais le fait que littéralement tout le jeu, c'est OK, alors tu as ton scénario. Par contre, si tu te tapes 3/4 d'heure, de marche, et de donjons débiles, ultra, copier-coller, éventuellement tu trouveras un truc super cool. Non, pas pour moi. En plus, désolé, mais passer, 5 heures sur un jeu en avançant que dalle en termes d'évolution de personnages et cetera, très peu pour moi. Voilà. Et bon, pareil, ça reste des open world, donc toujours le même souci, hein, à part foutre, allez, un camp de bandits ici, un monstre un peu spécial là et éventuellement une ruine, par-ci. Les mondes, c'est toujours pareil, c'est vide, c'est dénué d'intérêt, tu pas de vie. Alors à l'époque, je trouvais ça extrêmement, cool d'avoir, de lire dans des tests que chaque NPC a son déroulement, dans la journée, a ses trucs quotidiens et cetera. Mhm. OK, Ouais, ouais. c'était impressionnant et je veux bien que c'était, ultra immersif par rapport à ce qui se faisait d'autre. Mais plus on avance dans les années, plus il y a des mondes ouverts qui sortent et moins ceux de Bethesda m'intéressent. Oui, je vois ce que tu veux dire, des mondes avec vraiment une sensation de vie en dehors de ce que fait le joueur, style, je sais pas, Red Dead Redemption 2 par exemple, c'est le premier qui me vient en tête. Oui, Red Dead Redemption, c'est enfin le 2 effectivement surtout, c'est un bon monde ouvert. Après, c'est surtout un monde ouvert qui est réaliste et approprié par rapport à ce qu'il essaie de montrer. Parce que bon, effectivement, le Far West à l'époque, tu pas non plus effectivement, un truc intéressant à chaque coin de rue. C'était beaucoup de désert et de temps en temps des villes et éventuellement, un petit hameau ou une petite cabanette, voilà. Mais pour de l'heroic fantasy ou pour du post-apocalyptique, ouais, je sais pas, ça manque de beaucoup de choses, je trouve, pour me dire que c'est un vrai monde, habité. Hem, ouais, voilà, c'est par contre, encore une fois, la musique est très bonne comme pour Halo. Donc monsieur aime bien la musique, mais il aime pas les jeux en fait. C'est ça. En fait, moi, je vais juste passer, ma vie à écouter des BO de jeux vidéo et je regarderai des let's play à côté, histoire de me faire une idée. Oui, ça peut être une idée. Bah alors après, je suis moyen d'accord avec toi, bon, parce que moi j'ai bien aimé ces genres-là, mais bon, encore une fois, c'est une question de goût, mais j'entends ce que tu dis, t'as des arguments qui se tiennent. Bon, après, moi j'ai adoré faire un peu Nawak dans Fallout 3, New Vegas, oui, 4, j'y ai pas trop joué. Dans Skyrim aussi, dans Skyrim, je faisais des trucs débiles, mais je passais des heures à ça. Je me souviens, j'avais monté un personnage dans Skyrim où les compétences de voleur étaient à leur maximum, ce qui fait que de voleur et de discrétion, je crois. Ce qui fait que du coup, même en plein milieu d'un combat de mêlée, si je m'accroupissais, les ennemis me perdaient de vue. C'était extrêmement débile, mais ça me faisait kiffer de faire n'importe quoi. Mais Oui, après, alors ouais, en plus, t'as des situations pareilles où les skills sont absolument enfin, d'un côté, c'est génial de pouvoir péter un jeu à ce point-là. Je me souviens d'un pote qui me montrait comment il allait au boss de fin ou même un monstre légendaire, je sais plus quoi, dans Skyrim. Il lui faisait un petit coup de couteau, dans le dos, enfin, je crois que c'était un dragon le truc. Donc tu toi tu te plantes une aiguille dans le doigt, c'est l'équivalent du mec qui s'accroupit, il est invisible et il plante un couteau dans un dragon et le dragon il crève immédiatement. Genre, OK, c'est hilarant sur le coup, mais c'est totalement débile, quoi. ouais, ça te casse un peu le délire, l'immersion du truc, ça je l'entends tout à fait. Ouais. Ça, je peux le comprendre, y a pas de souci. Voilà. Et bon alors je spoil pas trop, mais mon troisième choix, je crois que je vais vraiment me faire incendier, pardon. C'est la maladie encore, je sais plus parler. Mais du coup, avant de me faire tuer par les auditeurs, quel est ton deuxième jeu? Voilà, avant de se faire tuer, il m'envoie moi sur le bûcher. Alors moi, pour mon second jeu, bah, c'est un jeu qui est pas très connu, je pense, ou enfin dans mon entourage, il est pas ultra reconnu.
C'est un jeu indépendant que j'ai récupéré, je crois, sur l'Epic Game Store sur PC il y a quelques temps de ça, qui s'appelle Dandara. Ça me dit quelque Alors, chose, ça. ben écoute, sur le coup, moi je me suis dit, voilà, c'est un jeu indé avec un trip un peu rétro, des graphismes tout en pixels, pixel art et tout, ça a l'air sympa. Et puis en fait, j'ai testé le jeu et j'ai trouvé ça pas spécialement ultra mauvais, mais étrange. Très étrange au point que le jeu il m'est vraiment tombé des mains. Déjà, le premier truc qui m'a marqué, pardon, c'est que c'est un jeu de plateforme, mais tu te déplaces pas. Tu t'as pas de déplacement vraiment libre. C'est juste en fait, tu vas viser avec, par exemple avec ta manette, tu vas viser avec le stick de gauche et tu vas appuyer sur un bouton et ça va te téléporter à ce que tu vises. Ok. Donc sur le coup, je m'attendais pas à ça, je m'attendais clairement pas à ça, et donc ça m'a un peu surpris. Je me suis dit bon, à voir, je pousse un petit peu, j'y ai joué, je sais plus, une demi-heure, une heure. C'était voilà, le style graphique était pas dégueu, la bande son elle était pas dégueu non plus, j'avais bien aimé. Mais non, le gameplay vraiment, c'est ça qui m'a un peu déconcerté. Le jeu il m'est tombé des mains. Et après j'ai regardé un petit peu sur internet les critiques, que ce soit des joueurs ou de la presse en général. euh, elles étaient pas exceptionnellement mauvaises, elles étaient pas incroyablement bonnes non plus. C'était ni excellent ni à jeter. Mais voilà, pour moi, la sauce, elle a pas pris. Et c'est dommage parce que j'aime bien ce genre de petit jeu-là. Je me souviens que juste avant, j'avais testé un autre délire rétro, pixel, machin et tout, qui s'appelle Hunt Down, qui est un peu genre en mode. Genre un peu Contra, si tu vois un peu ce Ouais, ouais. délire-là. Et là, ouais, c'était vraiment. T'étais en mode rétro, en 2D, t'avançais de gauche à droite, tu tirais sur tout ce qui bougeait, t'avais des boss, c'était des sacs à PV avec des patterns, c'était assez con, mais super bien fait. Et j'avais adoré. Et passer de Undown à Dandara, ça m'avait mis une claque, mais pas pour les bonnes raisons. Donc du coup, voilà, le jeu, il m'était tombé des mains, littéralement. Pour le coup, c'est vraiment juste le concept où t'as pas accroché, quoi. Parce que je t'avoue que là, la manière dont tu me racontes ça, le concept, il est intéressant au moins. Ça a le mérite d'être original. Ben, je me dis que en préparant cet épisode, je me suis dit, bon, sur un malentendu, un jour je le réessayerai ce jeu-là, mais en sachant à quoi je m'attends. Donc peut-être que là, l'effet un peu, ah bah c'est un jeu de plateforme mais on se déplace pas, peut-être que ça va moins me marquer, peut-être que j'accrocherai plus au truc, mais quand je l'ai testé, le jeu, ouais, le concept du truc m'a un peu désarçonné et je me suis dit, ouais, non, c'est pas pour moi. Donc pourquoi pas, je le réessayerai. Mais ouais, non, pas. Mauvais goût dans la bouche, quoi. Tu sais, ça te fait la même sensation que quand tu prends un chocolat dans une boîte de chocolat et qu'il est rempli d'une liqueur dégueulasse. Et là, tu te dis, ah merde, ça aurait pu être parfait, mais au final, bon, bah peut-être que plus tard j'aimerais ça, mais pour le moment, c'est pas pour moi. Alors pour le coup, j'ai une anecdote pour toi qui sais à quel point j'adore les jeux Yakuza. Oui, La première fois que j'ai joué à Yakuza 3, c'était mon tout premier Yakuza à l'époque. ouais, Je m'attendais à un vrai GTA-like, comme bêtement beaucoup de monde décrit les jeux Yakuza, hein. ouais, ouais. Et du coup, j'ai pas aimé du tout à l'époque. J'ai vraiment pas accroché, je trouvais ça nul à chier. Et je me suis dit, ok, c'est de la merde, plus jamais j'y touche à Yakuza. Et maintenant, c'est une de tes séries de jeux Maintenant, préférées. c'est une de mes sagas préférées, donc pareil, la même situation que toi, c'est juste le fait que je m'attendais à quelque chose, c'était pas ça, et du coup j'ai dit ok, non, c'est de la merde. Comme quoi ça peut arriver. Donc si ça se trouve, tu réessayeras Dandara et tu vas dire que c'est ton jeu préféré. Ouais, alors j'irai pas jusque-là, je pense, mais ça peut être, oui, ça peut être une réconciliation, je l'entends, je veux bien l'entendre, je réessayerai, parole d'honneur. Bon alors du coup, après nous avoir titillé, teasé avec une potentielle mise au bûcher, j'ai peur de te poser la question, mais quel est ce troisième jeu ou cette troisième série dont tu as choisi de parler et qui va te valoir coups et blessures à la sortie de ce podcast? Alors, la troisième, alors effectivement c'est une série ou un style de jeu même si on veut.
C'est les Souls. D'accord. Et là, voilà, j'entends déjà tout le monde se ramener avec les torches et les outils de jardin pour venir me foutre au bûcher. Alors attention, parce que les Souls sont de très très bons jeux. Pour le coup, j'ai joué, allez, une grosse heure et demie à Dark Souls 2 et une demi-heure à Bloodborne. Je me suis arrêté là, je l'avoue fortement. Par contre, alors d'habitude, je déteste regarder du média en français. Par contre, j'ai regardé l'intégrale des Dark Born Kiro de Atomium sur YouTube, YouTuber, D'accord. Twitcher français. Euh, j'ai regardé l'intégrale. Je crois qu'il y en a pour dans les 400 heures de vidéo, un truc du style. Donc tous les Dark Souls plus DLC, Bloodborne plus DLC, Elden Ring, Sekiro plus DLC. Enfin voilà, la totale quoi. Et euh, pour l'instant, je fais beaucoup d'éloges parce que ça le mérite. Euh, Franchement, ces jeux sont incroyables. C'est des purs chefs-d'œuvre. Mais alors, ce que je déteste au plus haut point avec ces jeux, c'est ce que ça Ouais. a fait aux jeux vidéo, globalement. C'est-à-dire, vas-y, explique-toi un peu, ça m'intéresse. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as n'importe quel jeu qui sort avec du pari, ou n'importe quel jeu sort qui a un minimum de difficulté, et je te parle pas de quelque chose de vraiment difficile, je te parle d'un truc où tu risques de mourir une fois toutes les 5 heures dans le jeu, quoi. Tout de Ouais. suite, on va te sortir que c'est un Dark Souls-like. Tout de suite, on va te sortir que c'est inspiré par les jeux FromSoft. Tout de suite, on va te sortir des conneries. En veux-tu, en voilà. T'as l'impression qu'il n'y a que encore From Software et les Dark Souls qui existent dans le jeu vidéo. Et c'est devenu insupportable. C'est incroyable à quel point les gens se focalisent sur ces jeux quand on voit le nombre de monuments, de chefs-d'œuvre qui sont sortis les 40 dernières années, et il y en a que encore pour cette série ou pour ce style de jeu. Je trouve ça juste incroyable. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à parler de Souls-like, il y en a plein, il y a plein de studios même qui ont essayé de faire leur propre Souls-like avec plus ou moins de similitudes, hein. Je me souviens des deux jeux, peut-être trois, non, je crois qu'il y en a que deux, la série The Surge, qui était plus Oui, un côté science-fiction, mais qui était grosso modo ouais, du Souls-like. Donc, ouais, le fait qu'on les estampille comme ça, bah, c'est parce que ouais, les jeux FromSoft, bah, à commencer par Demon Souls de mémoire, c'est arrivé, ça a mis une claque un petit peu à ce qui se faisait jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'après, il y en a beaucoup qui ont essayé de copier ce style-là, et du coup, ouais, c'est vrai que ça a fait pulluler le truc, et du coup, bah, maintenant, dès qu'un jeu arbore une difficulté un petit peu plus haute que la moyenne des jeux actuels, bah de suite, oh mon dieu, c'est un Souls-like, on va mourir 1000 fois par minute. Alors que oui, pas c'est forcément. c'est même pas une histoire de difficulté. À partir du moment où tu as un jeu qui utilise R1 pour taper et R2 pour taper fort, et là je parle de énormément de jeux ces 5 dernières années, ou même 10 dernières années, ça va te dire que ça copie Dark Souls, quoi. Je te rappelle le premier Assassin's Creed quand c'est passé en mode RPG dégueulasse. Ah oui, tiens, j'aurais pu inclure ça aussi, les Assassin's Creed après Syndicate. Bref, je ferme la Histoire de parenthèse. finir de te faire des copains. Ouais, voilà, non, alors j'ai adoré, je sais pas si tu te souviens, j'ai adoré Assassin's Creed jusqu'à Syndicate, et depuis qu'ils ont Mhm. fait leur semblant de nous maintenant on fait du Witcher mais avec des microtransactions pour gagner de l'XP plus rapidement, non, c'est bon quoi. Bref, parenthèse fermée. euh, Assassin's Creed Origins et donc tous les suivants, Odyssey et Valhalla. Star Wars Jedi Fallen Order, Ouais. pareil, rien à voir, ils ont rien à voir ces jeux avec du Dark Souls, ça, mais que dalle. Alors ok, Fallen Order, il y a un petit peu ce côté Metroidvania 3D où tu arrives à débloquer des raccourcis, mais là on parle de raccourcis.
tu te fais 3 minutes de promenade, tu arrives à un endroit, tu ouvres une porte et d'un coup tu arrives au début des 3 minutes de promenade, hein. On te parle pas d'un level design aux petits oignons comme Dark Souls le fait. Donc, Mhm. mais Ouais. voilà, c'est ce genre de truc. À partir du moment où un développeur montre un minimum d'intelligence dans son level design ou dans son gameplay, tout de suite on va te le comparer à Dark Souls. Ouais, je peux comprendre que ça te saoule, Et, effectivement. et tu te dis, mais attends, mais je sais pas, les gens, ils ont du mérite aussi sans obligatoirement avoir vu ça, Dark Souls d'abord, quoi. Alors je veux bien que ce soit extrêmement influent, ça il faut leur laisser. Ils ont fait un gros coup à l'époque avec Demon's Souls suivi de Dark Souls. Bloodborne, c'est un vrai chef-d'œuvre, surtout pour moi qui adore tout ce qui est Lovecraftien Mhm. et l'horreur gothique et tout. Alors franchement, Bloodborne, si c'était pas alors je déteste les jeux difficiles. Tu le sais, moi je joue Oui. majoritairement pour passer un bon moment et vivre un scénario intéressant. Si Bloodborne était pas aussi difficile, ce serait probablement mon jeu préféré de tous les temps. Ouais, Je le dis j'imagine comme bien. ça, parce que l'univers, le tout, c'est incroyable ce qu'ils ont fait avec ce truc. Mais c'est trop difficile, c'est chiant. Je suis pas là pour bosser. Je suis pas là pour passer 40 heures sur une séquence enfin sur un truc qui en ligne droite, tu dures en vrai 10 heures et demie à finir quoi. Ouais, je peux comprendre. Du coup, est-ce que tu fais partie de ces gens qui aimeraient avoir des modes faciles sur les Souls? C'est vraiment une question que je pose, hein. C'est pas une question troll ou quoi, mais c'est un Ouais. débat qui secoue pas mal les internets, surtout depuis la sortie d'Elden Ring. Les jeux Souls, mode facile, est-ce que oui, non, peut-être? Alors pour le coup, bon, comme dit, j'ai pas joué moi-même, mais j'ai vu l'intégralité du jeu. Euh, enfin, pas l'intégralité parce qu'il est tellement vaste, mais Elden Ring est quand même le plus simple de tous ces jeux-là, hein. Et c'est aussi le seul où vraiment c'est ultra facile de farmer comme un porc et d'être carrément surpuissant. Mais pour répondre à ta question, qui est une très très bonne question, euh, je pense que chaque développeur, peu importe sa vision artistique, devrait faire en sorte et là je parle pas juste purement de difficulté, mais devrait rendre son jeu accessible au plus grand nombre. Je parle pas uniquement de difficulté, mais simplement, j'ai vu tellement d'histoires ces dernières années, surtout pour les jeux Sony d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu toutes les options d'accessibilité dans le dernier God of War, Mhm. dans Spidey, dans Ratchet& et Clank. Je vois tellement Ouais, de ouais. messages de joueurs par rapport à ça qui remercie vraiment chaudement les développeurs d'avoir pensé à eux. Donc je parle aux personnes qui sont daltoniennes, je parle aux personnes qui ont des soucis, des problèmes moteurs. Par exemple, quelque chose de tout simple, de tout bête, c'est les QTE où tu dois appuyer à répétition sur la même touche. Il y a énormément de monde qui n'y arrive pas à Ouais. cause de soucis de tendinite ou d'arthrite. Le fait que maintenant tu es quasiment sur chaque jeu un switch où au lieu d'appuyer de manière répétitive sur le même bouton le plus vite possible, il suffit que tu appuies dessus et que tu restes dessus. Mhm. Ouais, je vois. Ou alors le dernier Last of Us 2, alors celui-là je l'ai trouvé incroyable en termes d'accessibilité, des filtres de couleurs qui permettent vraiment à des personnes qui sont quasi aveugles de voir ce qui se passe dans le jeu de manière nette. Histoire de bien distinguer les différents éléments, ouais. Voilà. Je dis pas que le gameplay ou que la difficulté elle-même des Dark Souls devrait être obligatoirement baissée. Je pense que chaque personne, même celles qui éventuellement ont des soucis de santé qui font qu'elles peuvent pas jouer normalement entre gros guillemets, mériterait de pouvoir, si elles ont envie, jouer à ce genre de jeu. Par contre, Dark Souls, enfin, je dis Dark Souls, mais ça comprend Sekiro, blablabla, tout le reste, Les n'a jeux pas, FromSoft. ouais, voilà, merci les jeux FromSoft, n'ont pas ces options d'accessibilité et sont très très loin
d'être ouverte à tout le monde. Et ça, c'est très très dommage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais ça a du sens. Ça a du sens. C'est une réponse qui me plaît, écoute. Voilà. J'entends les personnes en train d'essayer d'abattre ma porte. Du coup, je Ça y est, te... ça frappe à la Voilà. porte. Je te renvoie la question donc sur ton troisième jeu. Ah bah écoute, moi, pour le dernier point, j'ai triché un petit peu. J'ai décidé de parler de 2 jeux d'infiltration, mais pas de tout, de pas l'entièreté de ces jeux d'infiltration. Je vais parler de Deus Ex Mankind Divided et de Hitman 3. Ok. Pourquoi je vais parler de ces jeux-là? Ces jeux-là, je les adore. Enfin, Mankind Divided, je l'aime beaucoup. Je lui ai préféré Human Revolution, mais je l'aime beaucoup. Et Hitman 3, c'est juste un jeu exceptionnel. J'ai adoré de A à Z. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que pour le Deus Ex Mankind Divided, il y avait un mode en plus du mode histoire qui s'appelle le mode Breach. Le mode Breach, en gros, pour faire un parallèle, est-ce que tu te souviens dans les 2 premiers Metal Gear Solid, tu avais le mode histoire que tu faisais de A à Z et à côté tu avais les VR Missions. Oui, oui, oui. Le mode Breach, c'est à peu près ça, c'est un peu l'équivalent de ça pour Deus Ex, mais avec, enfin je sais pas, la mayonnaise pour moi, elle a pas pris. Elle a pas pris pourquoi? Parce que dans les 2 derniers Deus Ex, j'ai pas fait ceux d'avant, mais faudrait que je les fasse un jour. Mais dans Human Revolution et Mankind Divided, moi ce que j'aimais bien, c'est que je pouvais prendre mon temps, analyser les situations, voir les positionnements des ennemis, choisir un peu mon chemin pour être le plus discret ou en éliminer le plus sans me faire prendre, etc. Et ben là, dans le mode Breach, non, Zob. Il y a une limite de temps, il y a le plus souvent une seule route possible, un seul tracé avec des actions à faire au bon moment, et si tu fais pas bien, bah, t'as foiré, tu recommences. Ça me fait un peu le même effet que dans Dara, tu vois, je m'attendais à un truc, j'ai eu complètement l'inverse, et j'ai un goût de caca dans la bouche, j'aime pas ça. En fait, plutôt que d'être un peu des missions annexes, c'est des challenges qui te demandent la perfection immédiate, quoi. Voilà, c'est ça. Alors je me souviens que pour le mode Breach, il y avait quelques passages du scénario principal qui utilisait à peu près ce même délire-là. Donc tu avais le style graphique qui changeait et deux, trois trucs un peu différents, mais t'avais pas la limite de temps et puis voilà, t'étais relativement libre de ce que tu pouvais faire. Mais dans le véritable mode Breach, je le vois un peu comme un mode arcade et c'est pas forcément cohérent avec ce que le jeu de base il est. Donc du coup, bah, moi qui voulais me faire le 100% sur le jeu, j'ai lâché la manette, j'ai dit non, bah tant pis pour le 100%, je vais y laisser ma santé mentale, là-dessus c'est même pas la peine. Et pour Hitman 3, c'est un peu le même délire, parce que tout le jeu, je l'ai adoré, et après ils ont sorti une série de DLC sur les 7 péchés capitaux. Et alors le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus, il me semble que c'est le dernier, c'en est un sur la colère. Eh ben mon con, ils auraient pas pu choisir meilleur thème parce que j'étais dans un état de rage après avoir joué à ça. Je me suis dit mais comment c'est possible qu'ils aient fait un truc comme ça. Hitman 3 pour toi c'est quoi? Euh, Alors, tu le sais, je suis pas un grand fan d'infiltration, mais Hitman, donc la dernière trilogie, de ce que j'ai vu, c'est d'excellents jeux où tu peux faire tellement du n'importe quoi. C'est du vrai bac à sable poussé à l'extrême. Voilà, tout à fait. Où le but c'est voilà, tu démarres dans ton niveau, tu as une cible à éliminer et en gros, démerde-toi, choisis ton chemin, trouve tes opportunités, sois discret, plus ou moins, et juste élimine ta cible. Bon. Le DLC sur la colère, c'est complètement pas ça. C'est en gros, alors je me souviens plus exactement du contexte, mais t'as un gars qui est dans le coma que tu dois défendre face à des vagues d'ennemis. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont transformé Hitman 3, excellent jeu d'infiltration, en un espèce de truc où tu installes des pièges, un peu comme dans Maman j'ai raté l'avion, jeu de shoot quand tout se passe pas bien, et ça fonctionne pas. Non, ça me tombe des mains. Il n'y a plus d'infiltration, c'est de la défense d'objectif. Tu dois tuer des vagues d'ennemis et les empêcher d'atteindre la cible que tu gardes. Non.
Non, tu fais pas ça, surtout pas à Hitman 3, quoi. J'ai complètement ragé le truc et j'ai dit non. Je retournerai sur Hitman 3 pour jouer à tout, sauf à ça. En gros, ça a juste plus rien à voir avec le concept de base, quoi. Ben c'est exactement ça, je comprends pas. Tous les autres DLC étaient vachement intéressants, en plus c'était vachement bien foutu, parce que ça exploitait pas mal ce côté des 7 péchés capitaux. Mais alors celui sur la colère, ouais, c'est peut-être celui qui l'exploite le mieux, vu que tu passes une demi-heure dessus et t'as envie de rager comme pas possible. Donc, ouais, non, non. Je suis désolé, j'adore Hitman 3, mais le DLC sur la colère, c'est poubelle. Bon, tant que c'est que le DLC. Ah oui, non, mais Hitman 3 dans mon cœur à jamais, y a pas de souci là-dessus, je l'aime d'amour ce jeu. Y a aucun souci là-dessus, mais vraiment, ouais, les 7 péchés capitaux, très bien, mais la colère, non. Non, clairement pas. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour, là. Ben ouais, puis on s'est fait des copains, j'en suis sûr. Du coup, ben, je te propose, histoire de calmer un peu tout le monde et de les empêcher de franchir ta porte, de parler de notre jeu du moment. Ça marche. Alors, mon jeu du moment, c'est du très très frais. Je viens juste d'y passer mes 3 premières heures avant de commencer à enregistrer le podcast. D'accord. C'est Hogwarts Legacy, donc sorti en early access aujourd'hui avec grâce à la version Deluxe que je me Mhm. suis honteusement offert. Et ben franchement, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 12 ans, d'être en train de lire mon troisième ou quatrième livre Harry Potter. C'est, je peux pas le dire autrement. Alors c'est ultra cheesy, mais ce jeu il est magique. Voilà, c'est tout. Il y a, C'est tellement bien choisi. il y a absolument tout. Il y a l'ambiance, il y a les persos qui sont tout droit sortis des films. Alors à savoir que ça se passe 200 ans avant l'histoire de Harry Potter. Donc je Mhm. dis tout droit sorti des films, mais dans leur style, vraiment dans leur caractérisation, Dans l'univers ouais, dans décrit. comment ils sont faits, quoi. C'est... Et surtout, enfin, ce qui est fou, c'est que tu sais que tu es en train de jouer à un jeu Harry Potter, entre guillemets, Mhm. mais au bout de, allez, la première heure, tu oublies Harry Potter. Genre, c'est bon, ok, il sera là 200 ans plus tard, mais tu t'en fous. Là, c'est ton histoire. C'est toi le perso principal. C'est toi qui viens de recevoir ta lettre pour Poudlard. Et c'est le jeu que j'attends depuis 20 ans, tout simplement. C'est Voilà, incroyable. clair, net et précis, c'est Voilà. beau. Tu sens l'amour des développeurs pour cet univers. La, comme il y a vraiment tout, c'est la musique, les graphismes. Alors il y a quelques petits bugs techniques, il y a un peu de pop-in, il y a quelques chargements à droite à gauche qui sont pas ultra propres. Il y a quelques soucis de lumière un peu, le temps que la lumière se trouve et comprend comment est-ce qu'elle est censée refléter, machin, quand tu passes d'une salle à l'autre, par exemple, ou quand tu passes de l'extérieur à l'intérieur ou vice-versa. Mais c'est des petits trucs. Le jeu, il est beau. Alors, c'est pas ce qui se fait de mieux, hein. J'ai eu le plaisir de faire Horizon l'année dernière, qui était encore une fois à des années-lumière de tout ce qui s'est fait par après pour l'instant. Je crois que même God of War, il est pas au niveau de Horizon, honnêtement. D'accord. Bref, c'est pas ce qui se fait de mieux techniquement, mais c'est plus qu'adéquat. C'est la direction artistique, elle est incroyable. Tu vis ton rêve de gamin de 12 ans qui attend d'avoir sa lettre de Poudlard, quoi. Ah, j'imagine bien, bah, je suis assez friand de l'univers d'Harry Potter aussi. Je ferai sans doute le jeu plus tard, parce que là, clairement, de toute façon, en ce moment, j'ai pas le temps. Mais ouais, non, c'est un jeu qui me fait de l'œil. Qui me fait de l'œil, ouais. Malgré les controverses dont il est victime. Alors, juste avant de lancer le podcast, j'ai lu un article sur IGN qui disait que apparemment il y a un perso, alors sans vouloir trop spoiler, mais apparemment il y a un perso transsexuel dans le jeu. Ils Oui, sont... je crois avoir lu le même article, Ouais. tu peux le rencontrer assez tôt dans le jeu, me semble-t-il. Ouais, alors je l'ai pas encore rencontré personnellement. Par contre, ils ont quand même eu l'idée d'aller interviewer donc
les développeurs et de demander comment ça se fait que, avec la controverse autour de celle dont il ne faut pas dire le nom, On va l'appeler comme com ça, oui. voilà, comment ça se fait qu'ils ont fait aucune pub là-dessus, sur le fait qu'il y ait ce perso et tu sens tellement que, enfin, en tout cas, l'impression que moi j'avais, c'est que les développeurs, ils sont un peu gênés d'être entre ce qui est probablement leur rêve de gosse de faire ce jeu Ouais, et le fait de faire ce jeu pour cette personne-là, quoi. ouais. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ouais, de ce que j'en ai compris, cette personne dont il ne faut pas prononcer le nom n'a pas été impliquée, que ce soit dans le scénario ou dans d'autres aspects créatifs du jeu. Mais ce qui froisse un peu les gens, et ce que je peux entendre tout à fait, c'est que bah, comme c'est son univers, elle va toucher des royalties, et cet argent, elle l'investit C'est pas ça, forcément euh, à, à bon escient, j'ai envie de dire. Elle l'investit pas pour une cause morale incroyable. Donc clairement pas, non. je peux l'entendre, mais je me dis c'est dommage de passer à côté d'un titre comme ça qui a l'air franchement très bon. Moi, sur le coup, je m'étais dit non, je vais peut-être pas le prendre de suite et tout, mais les tests ont commencé à sortir et ça me gratte de plus en plus. Mais ouais, le fait qu'il y ait cet arrière-goût, voilà, un peu en mode, ah mais voilà, elle fait ça avec son pognon. Quelque part, je le comprends, mais d'un autre côté, il y a tellement d'œuvres artistiques, pas que dans le jeu vidéo, mais il y a tellement d'œuvres artistiques que quand tu vas les voir ou que tu achètes un DVD, un album ou quoi, tu sais pas quel trou du cul se cache derrière, ou même si tu le sais, tu le fais quand même. Il y a un trou du cul derrière qui utilise son argent pour des causes soit tout aussi controversées, soit voire même carrément dégueulasses. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'un titre visiblement fait avec amour pâtisse d'une histoire comme ça. Ouais. Donc ouais, je me le ferai, mais plus tard quand il sera moins cher et que j'aurai un peu plus de temps. Ouais. Alors je me suis longtemps battu contre moi-même aussi, si je le prenais, si je le prenais pas. Vraiment, moi, ce qui m'a fait changer d'avis, enfin, ou plutôt ce qui m'a donné un avis, c'est les tests hier, où j'ai attendu des choses très spécifiques qui allaient décider, si je le prenais ou pas, et tous les points que je me suis notés, «dans la tête» entre guillemets, tous les points ont été, ont eu des éloges en continu et je me suis dit: «Bon, je me ferais plus mal à pas y jouer, qu'autre chose au final, quoi». Ouais, je peux comprendre. Voilà. Et du coup, Michel, ton jeu du moment? Eh ben écoute, pour moi ça va être bien simple. J'ai une backlog, une liste de jeux qui m'attendent qui grandit de jour en jour. Et j'ai décidé de rejouer à Crash Bandicoot 2. T'aimes te faire du mal, toi. Voilà déjà la logique, le mec a plein de jeux en attente, il rejoue à un jeu qui connaît pas par cœur mais qui connaît plutôt bien. J'y joue sur la trilogie remasterisée qu'ils ont sorti il y a quelques années, et j'y rejoue pourquoi ? Parce que j'ai vu il y a pas longtemps passer sur YouTube un speedrun de ce jeu, un speedrun 100%. Et je me suis dit, ah tiens, le 100%, je l'ai jamais fait sur ce jeu-là. Parce que tu vois, je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent. Le jeu est déjà compliqué de base, mais je me dis non, je veux faire du 100%. Je veux pas faire le speedrun parce que ça, je sais que j'y arriverai jamais. Mais le 100%, je me suis dit, oh tiens, ça peut le faire. Hein, oui, ça va être un peu difficile, mais j'en ai vu d'autres. Mais du coup, on parle du remaster ou de l'original? Le remaster, là, dans la Insane Trilogy, Ouais. là, qu'ils ont sorti il y a quelques années, Mmh. ben, c'est une de mes brillantes idées des dernières semaines, de tenter le 100% là-dessus. Est-ce que, bah oui, je suis mauvais, je m'améliore, mais putain, je crache du sang. Hein. Le jeu est très très beau, le remaster, il est magnifique. Ouais, la direction artistique, elle est incroyable. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, les animations, les graphismes, la bande-son, c'est parfait. Le gameplay, ben, pas facile, clairement. Enfin, pour arriver au bout du jeu, c'est tout à fait faisable, mais quand tu veux essayer d'avoir toutes les gemmes cachées, les trucs comme ça, c'est clairement tendu. Mais voilà, je prends mon kiff dessus, je commence à me faire gentiment botter le cul. Il y a 5 mondes
J'en suis au 4e et là ça commence vraiment à me mettre des fessées comme jamais. Mais je sais que je vais tenter d'aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, ça me prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, Crash Bandicoot 2, mon jeu du moment, je souffre, mais je suis content. En tout cas, les speedrun Crash Bandicoot, ils sont incroyables à regarder toujours. Ah bah là, les deux que j'ai vus, c'était sur le 2 et le 3. Alors les deux, c'était des TAS, donc des Tools Assisted Speedrun, donc Ouais. pour vulgariser un peu le truc, c'est des speedruns où en gros, à chaque image qui passe du jeu, tu choisis sur quelle touche appuyer, et du coup, une fois que tu as tout mis bout à bout, ça te donne un truc super fluide et ça rend vraiment bien. Et les deux speedruns 100% de Crash Bandicoot 2 et 3, ils m'ont fait envie. Je me suis dit, ouais, non, faut que je tente au moins le 100%. Le speedrun, non, jamais, mais le 100%, oui. Ils sont très chauds les speedruns sur ce jeu-là. Ah ouais, bah, surtout le 3. C'est pour ça que j'ai choisi le 2, mais alors le speedrun 100% du 3, c'est un délire, hein, parce que t'as des niveaux avec des véhicules, des avions, des machins. C'est waouh, je suis pas encore prêt. Mentalement, je me blinde sur le 2 et éventuellement, dans 10 ou 20 ans, quand ma fille aura quitté le foyer, je me lancerai sur le 3. Et pour la retraite, tu peux faire le 100% du 4. Alors le 100% du 4, je pense que je prendrai des notes et que je les confierai à ma fille qui fera elle-même le 100% parce que moi je pourrais pas. Clairement, je pense pas avoir le niveau, le talent ou le temps Il est ni la absolument santé mentale. dégueulasse celui-là. Ah non, mais le 4, je l'ai fini hein, d'un bout à l'autre, mais déjà rien que la fin du jeu c'était un sketch, mais le 100% non, jamais je pourrais. Ouais, tu m'étonnes. Bon bah du coup, vu qu'on a parlé de nos jeux du moment, je te propose qu'on passe à notre dernière partie pour aujourd'hui, à savoir l'actu marquante. Alors, mon actu marquante, aussi extrêmement récente, elle a à peine quelques heures. C'est bon, quand le podcast sortira, ce sera déjà passé depuis quelques jours. Mais demain, le 8 février, à 23h heure française, il me semble, il y aura un Nintendo Direct pour les jeux Switch de la première moitié de 2023. Tout à fait. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout parce que en ce moment les rumeurs concernant une Switch 2 se font de plus en plus pressantes. Et du coup, j'ai bien hâte de voir ce que Nintendo va nous sortir, va nous proposer pour les prochains mois. Parce que je m'attendais effectivement plutôt à un petit silence radio, hormis un petit spécial Zelda dans les semaines à venir. Pour éventuellement une annonce dans quelques mois de Switch 2 ou de peu importe ce que ça sera la suite. Donc voilà, ça c'est mon actu du moment, c'est le Nintendo Direct demain. Alors oui, c'est vrai que j'ai vu passer ça il y a quelques heures. Alors, de ce que j'en déduis, alors c'est purement du spéculatif, hein, je suis absolument pas dans les secrets de qui que ce soit, mais je me dis que ce Nintendo Direct là, il risque de parler pas mal du prochain Zelda, Tears of the Kingdom de mémoire, la suite de Breath of the C'est ça. Wild. Donc je me dis que oui, il y a des chances qu'on entende parler de ce jeu-là. Potentiellement la Switch 2, mais alors la Switch 2, j'ai du mal à y croire vu que ça fait des années qu'on nous dit qu'il y aura une Switch Pro qui va sortir et elle a jamais montré le bout de son nez. Donc ça, c'est vraiment des gros guillemets. Et j'ai vu passer sur internet des personnes qui espéraient / attendaient un petit truc sur pourquoi pas du prochain Pokémon. Alors pour ça, j'ai envie de dire deux choses. Déjà, calmez-vous. Il y a deux jeux Pokémon qui viennent de sortir. Laissez les développeurs se Ils ont reposer même un pas peu, 3 s'il vous mois. plaît. Non, mais c'est surtout que là, la série Pokémon, elle a un rythme tellement effréné que les équipes de Game Freak, je pense qu'ils sont greffés à leur chaise de bureau et ils sont juste pour comme fonctionnalité de coder. Humainement, ils sont plus rien. Ils peuvent que coder. C'est pas possible autrement. Et puis surtout, bah, ça, à la fin du mois, de mémoire, tu as le Pokémon Day. Donc je pense que si tu veux faire des annonces ou des petits teasings sur Pokémon, tu le feras plutôt à ce moment-là, si t'es Nintendo, plutôt que dans un Nintendo Direct random le 8 février. Alors, si je me trompe pas, alors ce serait à vérifier, mais si je me trompe pas, ce serait pas la première fois qu'un Nintendo Direct fin janvier, début février annonce une annonce qui sera faite
le fin février pour le Pokémon Day. Parce qu'il me semble qu'il fonctionne très souvent comme ça, étant donné que une année sur deux, c'est pas Game Freak, mais un autre développeur qui s'occupe des remakes. C'est pas impossible qu'ils nous sortent un petit. Ah, en fait, en ce moment, on est en train de développer. Je sais plus, on en est où dans les remakes là, noir et blanc, je pense. Peut-être, je sais plus exactement. Et qu'ils annoncent ça demain, en mode vite fait, pour dire que fin du mois, au Pokémon Day, il y aura une première vidéo. D'accord, oui, pourquoi pas. Dans ce cas-là, ouais, ça me paraît cohérent. Ce Pourquoi serait pas. pas du jamais vu. Par contre, une chose, alors j'y mettrai pas ma main au feu parce qu'on sait jamais avec Nintendo, mais je suis relativement certain qu'une Switch 2 ne sera pas annoncée juste comme ça demain, étant Non, donné que clairement. leur annonce disait vraiment que c'est 40 minutes de jeu Switch qui sort dans la première moitié 2023. Non, puis surtout, faut regarder les chiffres de vente de la Nintendo Switch. C'est aberrant, la console, elle a... Enfin, c'est aberrant. C'est très bien pour elle, hein, mais la console a 6 ans et elle continue à se vendre par palette. Elle a C'est... dépassé aujourd'hui la PS4 et la Game Boy Advance en termes de ventes cumulées. Voilà, c'est dire Voilà. le côté C'est la mirobolant du troisième chiffre, quoi. console la plus vendue au monde depuis cette nuit, je crois, avec uniquement la DS et la PS2 devant. D'accord, ouais. Ou la Wii et la PS2, je sais plus. Je suis plus sûr maintenant. Ouais, du coup, je me dis que Nintendo a pas forcément intérêt à sortir une Switch 2 de suite. Mais pitié, faites-le. Pitié, parce que le chipset Nvidia d'il y a 5 ans, c'est plus possible. Alors, je peux comprendre, mais tant que ça continue à se vendre, pourquoi ils se fouleraient? Si nous sortent ça, un peu, comme la Switch OLED qui est juste une évolution, de la console actuelle, en faisant effectivement peut-être pas une Pro, mais plus comme Xbox l'a fait avec, la One à la, Series, donc vraiment une nouvelle console, mais qui reste une évolution de l'ancienne avec la rétrocompatibilité, blablabla, tout le reste, franchement, je dis, c'est possible. Par contre, ce qu'ils n'ont pas intérêt à faire maintenant, et j'espère vraiment que cette fois-ci, ils font pas la bêtise, c'est de scinder la communauté en nous faisant vraiment un changement radical, comme c'était le cas de la GameCube à la Wii. Bon, sauf que la Wii était rétrocompatible. On va plutôt dire de la Wii U à la Switch au final. Oui. Parce que Nintendo, leur force, ça reste leur communauté de joueurs fidèles. C'est pas pour rien qu'ils sont toujours dans les charts avec chaque année les Mario Kart, les Smash Bros, etc. Blablabla, c'est des jeux qui se vendent, mais qu'ils fassent attention cette fois-ci à avoir une stratégie plus moderne de continuation plutôt que d'une coupure nette comme il le faisait toujours par le passé, à changer totalement de style de console qu'il faisait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, on verra bien. De toute façon, je pense qu'au moment où le podcast va sortir, le direct aura déjà eu lieu et on pourra compter les points pour voir qui a raison, qui a tort. Donc ouais, wait and see, comme on dit. Par contre, je me demande s'il n'y aurait pas de nouveau une petite surprise de Square Enix, parce que je te rappelle que les derniers Nintendo Direct avaient, pas tous, mais une grosse plupart, ouais, avaient toujours une petite surprise de Square Enix sous forme d'un remaster d'un vieux jeu qui soit était un peu oublié, soit était simplement et purement jamais sorti du Japon. Ça serait Ouais, intéressant. t'as des attentes ou des pronostics particuliers à partager ou pas du tout? Alors on sait parfaitement que les Dragon Quest vont avoir droit à une version 2D HD comme ils aiment appeler ça. Les Pixel Remaster sont déjà sortis. Qu'est-ce qui nous resterait? Bonne question. Éventuellement un Chrono Trigger. Ah, c'est pas déjà sorti ça? Ah non, c'est quoi qu'ils ont ressorti il y a pas longtemps? Chrono Cross. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc oui, pourquoi pas Chrono Trigger, oui, Ce serait l'occasion. effectivement.
Bah écoute, pourquoi pas, on va voir un petit peu si potentiellement ils sont là et voir ce qu'ils nous réservent dans le direct de demain soir. Allez, on va pouvoir en parler la prochaine fois. Exactement. Et du coup pour moi, bah, l'actu marquante du moment, c'est pas une actu ultra joyeuse, mais c'est plutôt au-delà de l'actu, c'est une question que j'ai envie de poser. Il y a quelques jours maintenant, a été annoncée la fermeture des services en ligne du jeu Crossfire X. Est-ce que tu sais ce qu'est Crossfire X? Ou je crois que j'ai déjà vu le logo l'une ou l'autre fois. C'est du FPS en ligne, il me semble. Voilà, donc de ce que j'en ai compris parce que j'y ai pas joué, c'est un FPS multi-dispo gratuitement côté Xbox, peut-être PC, je sais pas. Et le truc, c'est que bah, le jeu va cesser d'exister parce qu'il n'y a pas assez de joueurs dessus. Jusque-là, rien de choquant. Mais là où ça me chiffonne un peu, c'est qu'il y a une campagne solo qui est sortie qui, elle, est payante, qui va aussi être impactée. Ah, Donc là, je me dis, bon, j'imagine que les gens qui ont acheté la campagne solo vont être remboursés d'une manière ou d'une autre, du moins je l'espère. Mais du coup, moi, ça me fait poser la question, le tout online, là, tout connecté, jeu service, machin et tout, est-ce que j'ai vraiment envie que l'avenir du jeu vidéo, ce soit ça? Moi, perso, je me dis, oui, l'avenir du jeu vidéo, ça peut tendre vers le tout en ligne. Est-ce que j'ai envie que ça soit du tout en ligne ou dès que ça fonctionne plus, on arrête la machine? Bah non. Non, clairement, j'ai pas envie de ça. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi perso, c'est pas quelque chose, c'est pas un avenir qui me plaît beaucoup, ça. alors, c'est un très bon point d'actu ce que tu viens de nous ramener là. Euh, c'est vrai que c'est l'hécatombe en ce moment un peu à ce niveau-là. Je crois que rien que la semaine dernière, le même jour, il y a eu 3 ou 4 annonces de jeux en ligne qui allaient être stoppés purement et directement. Tout à fait. Et dans le lot, il me semble, alors je me souviens vraiment plus du nom, parce que c'était que des jeux auxquels j'ai jamais joué et qui m'intéressaient pas. Alors j'ai vu ça un peu à droite à gauche. Effectivement, ça m'a fait tilter qu'il y en avait tellement d'un coup. Mais les noms, je saurais pas te dire. Il y en avait un seul dans le lot où les développeurs ont promis une mise à jour avant la fermeture pour rendre le jeu disponible hors ligne. Tout à fait. Il me semble que c'est Knockout City, le jeu de balle aux prisonniers de Electronic Arts, mais je peux me tromper. Mais il me semble que c'est celui-là. Oui, si, je crois que c'est ça. C'est même pas un patch pour le rendre disponible hors ligne, c'est un patch pour Pour créer des serveurs permettre aux privés. joueurs, voilà, pour que les joueurs eux-mêmes puissent host les parties. Tout à fait, ouais. Oui, j'ai vu passer Voilà, ça. c'était ça. Ouais, t'as raison. Et là, pour le coup, alors, je comprends que c'est pas possible pour des jeux qui ont pas, on va dire, une population comme un Fortnite, hein, que ce soit pas possible d'être constamment disponible pendant 15, 20, 30, 40 ans. Mes chers développeurs, faites en sorte à ce que vos joueurs puissent au moins host les parties eux-mêmes. Oui. Parce que chaque jeu aura toujours sa base de fans, sauf Lawbreakers. Désolé, Cliffy B. Allez, le petit tacle gratuit histoire de se faire des copains en plus. Alors, c'est pas méchant, mais le jeu qui, 2 mois après sa sortie, avait encore 150 joueurs sur Steam, voilà quoi. Ouais, c'est pas bon signe. Sur les 150, tu avais 120, c'était les développeurs, donc voilà. Non, j'avais vu un commentaire ah, je me souviens plus de qui c'était. Décidément, j'ai eu la tête à rien cette semaine. Mais une personne qui avait fait un bon commentaire, alors c'est pas une personne lambda, hein, il me semble que c'était un journaliste jeu vidéo, qui disait que même si ton jeu il a que 1000 ou 2000 joueurs par mois, c'est quand même 1000 ou 2000 personnes qui aiment ce que tu as fait, alors permets-leur au moins d'organiser les trucs par eux-mêmes. Tout à fait. Que ce soit des serveurs privés, que ce soit du hosting en peer-to-peer, peu importe. Mais voilà, c'est eux qui t'ont fait vivre pendant quelques années, tu leur dois bien ça, quoi. Ouais, bah ouais. Non, mais ouais, ça s'entend tout à fait. Ouais, c'est vrai que
quand les jeux ferment comme ça, ouais, si dans la mesure du possible, si les devs et les éditeurs peuvent donner la main aux joueurs pour continuer à jouer de leur côté, c'est toujours bon à prendre et je suis pas sûr que ça va leur coûter grand chose de plus. Donc ouais, effectivement, messieurs les développeurs, les éditeurs, faites-le s'il vous plaît. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Voilà, sur des paroles un peu tristounes, mais bon, on sera plus joyeux la prochaine fois. On sera un peu moins médisant sur les jeux aussi. Je pense qu'on va... Oh, ça dépend, hein. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets, effectivement, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, les sujets traités n'étaient pas forcément en odeur de sainteté, donc... perso, je m'attends à ce qu'il y ait du monde qui tape à ma porte pour essayer de me décapiter, mais c'est pas grave. Ouais, moi je ferme à double clé. Ouais, voilà, comme ça c'est fait. Eh bien écoutez les copains, on approche gentiment de la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire. Dans la description de l'épisode ou du podcast en général, normalement j'ai mis les liens vers les pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, que sais-je. J'ai mis un maximum de liens. Donc si vous voulez m'envoyer des messages à moi, puisque pour le moment il n'y a que moi qui gère les pages, et je transmettrai à Quigo, ne vous en faites pas. Il fait juste son grand timide des réseaux sociaux, mais il s'y mettra un jour, promis. Je ferai plus le timide des réseaux sociaux quand tu promos le podcast en faisant une danse TikTok. Alors ouais, là pour la danse TikTok, on discutera en off, hein, mais ça, je sais pas si tu te souviens, mais je pense avoir déjà dansé en ta présence. Il vaut mieux pas. Sur Just Dance. Ça, probablement, hein, parmi tous les trucs qu'on a fait, oui, ça devait être ça. Hein. De toute façon, c'était soit ça, soit les battles de rap sur Def Jam Rap Star, donc... C'est ça. Avec les versions censurées dégueulasses. C'est ça, ouais, on a joué à ça et putain, c'était drôle. Bref, c'était les papas du game épisode 2. On vous dit à dans 2 ou 3 semaines pour la suite de nos aventures. Ne nous décapitez pas, nous ne sommes que paix, joie, amour et mauvaise foi, un petit peu, faut le dire. Un peu. Un peu. Et sur ce, en attendant de vous retrouver ici ou ailleurs, passez de bonnes semaines, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine les copains. À la prochaine, salut.